Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast La justice et moi. Je suis Nadia Bourria et je vous raconte le droit simplement, histoire de peut-être vous réconcilier avec le monde judiciaire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous propose d'approfondir la discussion entamée la semaine dernière avec Avi Schneebalg, juge de paix. Bonjour Avi. Bonjour Nadia. Alors, pour ceux qui n'ont pas entendu l'épisode de la semaine dernière, donc je rappelle que tu es ancien avocat, juge de paix et le meilleur ambassadeur de ce qu'on appelle les marques, donc les modes alternatifs des règlements des conflits, c'est-à-dire que tu as une passion pour la médiation. Est-ce que je me trompe ? Juge de paix retraité depuis peu. C'est vrai, tu es un jeune, un jeune retraité. J'ai oublié de le préciser, tu fais bien. Donc, ça, c'est ta grande passion. Donc, on va appeler ça la médiation, pour utiliser un terme général. Comment est-ce que ça t'est venu ? Je suis tombé dans la potion quand j'étais petit, je suppose, dès le début de ma carrière d'avocat, et c'était début des années 80. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, qu'est-ce que tu faisais comme matière quand tu étais avocat ? Alors, je faisais beaucoup de matières civiles et commerciales et pas du tout de matière familiale, que je n'ai jamais pratiquée. Que tu nous as dit dans l'épisode précédent détester ? Je déteste la matière. Moi, j'adore réunir les gens et je déteste les séparer. Et une autre fois, je vous raconterai comment je réunis les gens. D'accord. Et début des années 80, alors que ce n'était pas du tout la mode à l'époque, comme jeune avocat, quand j'avais une nouvelle affaire ou un nouveau client, je téléphonais à l'autre partie s'il n'y avait pas d'avocat ou à l'autre avocat pour l'inviter à passer à mon cabinet, à boire un thé ou un café, à discuter de l'affaire qui nous réunissait. Quand c'était une partie sans avocat, le plus souvent elle venait, on discutait, et mon Dieu, assez souvent nous trouvions un accord. Quand c'était un avocat au bout de la ligne, c'était compliqué. Il y avait 5 secondes de silence, boire un café, venir chez vous, mais enfin, mes chers confrères, vous avez 30 jours pour m'envoyer vos pièces, vos conclusions. On n'est pas là pour discuter, on est là pour se battre. On était ce que les Américains appellent des avocats gladiateurs, qui sont payés pour combattre. Mais comme de temps en temps un avocat moins timoré ou plus créatif qu'un autre répondait positivement à mon invitation, nous discutions et assez souvent nous trouvions un accord. Et quand aucun accord n'avait été trouvé ou n'était possible, les quelques fois où je me rendais au tribunal, je commençais par présenter mes excuses au tribunal. Monsieur le Président, mon confrère et moi avons visiblement mal travaillé. Nous ne sommes pas parvenus à trouver un accord et nous devons vous soumettre le litige. C'était pour moi un échec de devoir soumettre l'affaire à un tribunal. Je n'ai pas été assez bon, ne veux pas été assez bon pour trouver un accord. Bon, il y a quelques affaires où c'était vraiment impossible, mais dans la plupart des affaires, certainement, c'est possible. C'est impossible dans les affaires dites de principe. Oui. On ne transige pas sur les droits de l'homme, les grands principes, on transige sur un montant d'indemnité. D'accord. Mais d'où ça t'est venu, cet esprit ? Parce que tu l'as dit, la plupart des avocats, et certainement dans les années 80, ils ont été formés dans l'idée de se battre. Nadia, tu n'étais pas née, t'en sais rien. Si, j'étais née. et donc, ça t'est venu d'où ? Puisque ce n'est pas l'enseignement qu'on reçoit, ce n'est pas comme ça qu'on est formé, en tout cas en Belgique. Bon, ces dernières années, un petit peu plus, mais dans les années 80, pas du tout. Comment est-ce que cette idée de concilier les parties t'est venue ? Effectivement, dans la formation des médecins, il y a une petite partie, en partie la 4e ou la 5e année, je ne sais pas, on enseigne la chirurgie. Et dans les premières années, on enseigne l'anatomie, la médecine, l'hygiène, comment soigner un patient sans l'envoyer à l'hôpital ou sans lui ouvrir le ventre. Aux étudiants en droit, on enseignait encore que la manière de régler un conflit, c'est d'aller au tribunal. C'est comme si on enseignait aux étudiants en médecine la manière de guérir une grippe ou une diarrhée, c'est de passer par la table d'opération. C'est pas logique. Ce n'est pas logique, et donc j'avais fait une conférence sur une utopie qu'on enseignerait dans les facultés de droit les premières années, comment résoudre les litiges à l'amiable par différentes techniques. Et en dernière année, si tout a échoué, il y a également les tribunaux, et voilà ce qu'on peut y faire et comment on le fait.
Donc changer vraiment le paradigme, le tribunal étant, comme on dit de manière pédante, l'ultima ratio, le dernier recours quand tout le reste a été envisagé, tenté et a échoué. Alors, Un petit peu, si tu permets, un petit peu comme en présence d'une vilaine maladie qui commence par C, on commence la chimiothérapie, puis la radiothérapie ou en parallèle, et on ne passe à l'amputation du sein ou de l'organe qu'en dernier recours. Même si probablement on devrait y avoir recours, on tente d'abord tout ce qu'on peut pour l'éviter. Et des gens se disent, on n'est pas certain de réussir, autant aller au tribunal tout de suite. C'est ridicule. C'est le moins que l'on puisse dire. Alors, tu viens de le dire, dans les années 80, c'était un petit peu compliqué, c'était pas du tout enseigné. Et comment est-ce que tu as finalement réussi à, je vais utiliser un terme que je n'aime pas, mais l'implémenter en Belgique? Parce que j'imagine que tu as pris ton bâton de pèlerin. Alors, au début des années 90... 90 pour les Français qui nous écoutent. Oui. Je suis sûr qu'ils sont nombreux. Je suis tombé sur un article d'une revue juridique américaine décrivant les progrès du mouvement ADR, Alternative Dispute Resolution, mode alternatif du règlement des conflits, et leurs progrès aux États-Unis. Coup de foudre ou illumination, je n'étais pas le seul à croire ce qu'ils croyaient et à pratiquer ce qu'ils pratiquent. J'ai fait personnellement la fortune du site Amazon.com en commandant tous les bouquins américains sur le sujet. J'ai été me former plusieurs fois aux États-Unis et au Canada. Et j'ai fait partie de la commission médiation du bureau de Bruxelles et contribué en 98, en 98 pour les Belges, à la première formation en médiation non commerciale donnée en Belgique, à Knokke-le-Zout. Cité bien connue des Français et des Belges. Il fallait trouver un formateur parlant français, ce qui n'était pas évident. Je l'ai trouvé au barreau de Montréal. Et nous étions, en août 98, tout le monde s'en souvient, 23 avocats, une juge, la plupart des copains, moi, qui m'avaient fait confiance, pour cette première formation à la médiation non familiale. Et pendant 5 jours, on a appris, parler, danser, chanter, rêver, médiation. Et depuis lors, j'ai participé à des dizaines et des dizaines d'autres formations pour des barreaux, pour des magistrats, dans les universités, dans les chambres de commerce. J'ai effectivement pris mon bâton de pèlerin en la matière. Alors, il faut savoir que la médiation familiale, elle, est quand même connue depuis les années 70 au moins. Et elle était enseignée à l'Ordre national des avocats de l'époque. Et la première leçon, la brave dame qui l'enseignait expliquait « Les avocats sont des emmerdeurs, il faut surtout les exclure de tout le processus ». Imaginez le succès qu'a eu la médiation auprès des avocats qui le considéraient pas à tort à l'époque comme une arme anti-avocat. Et donc je suis bien gardé de dire et de penser cela. Les avocats formés à la médiation sont extrêmement utiles, mais ont un rôle différent à jouer du rôle classique devant les tribunaux. Et j'ai même pondu, en collaboration avec mon mentor en médiation américain, le tout premier bouquin, non en anglais, sur le nouveau rôle de l'avocat en médiation civile et commerciale. J'essaierai de le mettre dans les notes de l'épisode, comme ça, si ça intéresse quelqu'un, il pourra aller le lire, parce que j'imagine qu'il est encore d'actualité. On m'a demandé de le rééditer, donc on doit encore pouvoir le trouver. D'accord. Alors, à ce moment-là, vous étiez qu'une petite poignée à avoir pris cette formation, avoir suivi cette formation. Est-ce que ça a mis beaucoup de temps à se développer ou finalement tu es content du résultat? Alors, ça a mis énormément de temps. À l'époque, si on craignait les frustrations, il fallait faire autre chose. L'un des bâtonniers de l'époque qui m'a soutenu m'a dit 25 ans après qu'il a reçu des coups de fil et des lettres pratiquement d'insultes pour avoir soutenu la médiation. Mais tu es fou, tu nous enlèves le pain de la bouche, notre boulot c'est faire des procès. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de trouver des solutions rapides et plus économiques? C'est un véritable suicide professionnel. Et il y a encore aujourd'hui un certain nombre d'avocats qui croient que la seule manière de gagner sa vie pour un avocat, c'est de faire de grands et beaux et longs procès. Et
chez pas mal d'avocats, jeunes et moins jeunes, dans leur cerveau primitif reptilien, ils sont vraiment avocats quand ils plaident en cour d'assises pour la veuve et l'orphelin, acquitter l'innocent. Et le travail de négociation, ce n'est pas vraiment du travail d'avocat, c'est du travail périphérique. Ce sont les préliminaires, mais ce n'est pas vraiment ça qu'on a la jouissance de l'avocat. C'est particulier parce que les avocats dans les grands cabinets font du conseil, ils font Tout que à ça, fait. ils négocient à longueur de journée. Aux États-Unis, dans un cabinet de 500 avocats, le département litige, c'est 10 ou 15 avocats. Exactement. Les autres ne savent pas où se trouve le tribunal dans leur ville. Non, ils ont, les avocats qui font du conseil, même à Bruxelles, je Tout pense à que fait. leur toge, elle prend la poussière. Absolument. Donc voilà. Mais pour beaucoup, et alors, il fallait convaincre les avocats qu'ils n'allaient pas mourir de faim en faisant cela. Eh bien, je leur expliquais la manière de calculer les honoraires. Alors, traditionnellement, chère Nadia, l'un des critères pour le calcul des honoraires, c'est le temps passé sur un dossier. Plus c'est long, et plus cela rapporte au fil des années à l'avocat. Les mentalités changent là-dessus. Quand c'est encore le critère officiel, l'un des critères officiels, la durée du temps passé. Alors, les plus anciens de nos auditeurs se souviennent encore de l'époque où on faisait développer les films des photos qu'on prenait en vacances. Et si on voulait un développement express, c'était plus cher. Quand vous donnez votre tailleur ou votre costume à dégraisser en express, c'est plus cher. Or, les avocats, c'est le contraire. Plus c'est lent, plus c'est cher. Et donc, je proposais qu'on modifie les critères, qu'il y ait un prime non pas à la lenteur, mais une prime à la célérité. Si je ramène à mon client 90% de ce qu'il veut dans le mois, je devrais mieux gagner ma vie que si je lui ramène 100% dans 10 ans. 100% peut-être dans 10 ans. Très bien. Alors, pour les auditeurs qui ne sont pas familiers de ce que c'est que la conciliation, la médiation, la négociation, dans un contentieux, donc avant d'arriver devant le tribunal, ou même quand on est devant le tribunal, tu es d'accord avec moi qu'on peut négocier à n'importe quel stade. Et quels sont les avantages ? Ô combien ? Eh bien, la manière normale, un litige, d'abord, il y a des tas de techniques dont nous ne parlerons pas aujourd'hui de prévention des litiges. Comment éviter que l'incendie ne se provoque, que les portes coupe-feu et le matériel ignifuge. Bon, le litige est arrivé, c'est produit. Alors, on commence d'abord par l'examiner, l'analyser et négocier entre les parties elles-mêmes. Ensuite, si on n'y parvient pas, les parties consultent leur avocat et les avocats étudient le dossier et négocient entre avocats ou entre avocats et parties. S'il y a un accord, parfait, fin de l'histoire. Il n'y a toujours pas d'accord, on a un petit peu progressé sans doute, mais on n'y est pas encore. Alors, il y a encore 20 ou 25 ans, on se précipitait au tribunal ou devant un arbitre si le montant le justifie. La nouveauté, depuis 25 ou 30 ans, il y a une phase intermédiaire qui est la phase de la médiation. Les parties et leurs avocats ne sont pas parvenus à trouver toutes seules un accord. Eh bien, on charge un tiers formé pour la circonstance qu'on appelle le médiateur, qui est souvent un avocat, un notaire, un psychologue, un expert comptable, qui, contrairement au juge ou à l'arbitre, ne décidera rien, mais aidera les parties, avec leurs avocats elles-mêmes, à trouver une solution au litige qui les oppose. On le compare un petit peu à la sage-femme qui aide le couple, ou la femme en l'occurrence, à accoucher de la solution. Le bébé est déjà dans le ventre de la mère, mais le médiateur sage-femme aide à pousser, à respirer, à accoucher de la solution par différentes techniques. Et donc l'avantage, comme la solution vient des parties... Toute la recherche montre que les solutions que les parties ont elles-mêmes élaborées, dans un nombre tout à fait énorme de cas, les parties mettent un point d'honneur à la respecter sans qu'il faille passer par la case tribunal pour imposer le respect de cette solution. Alors, quels sont les avantages ? Ils sont nombreux, ces médiations. Alors, au tribunal, l'unité de temps, c'est le mois et l'année, et plus l'année que le mois actuellement. En médiation, l'unité de temps, c'est l'heure, le jour, parfois la semaine.
Donc pour que les gens comprennent bien, c'est que quand on dépose un dossier au greffe donc pour inscrire l'affaire, souvent on a un jugement, dans le meilleur des cas, entre 6 mois et 1 an, alors que la médiation, ça peut aller très vite. Donc si on arrive à... Alors, si les parties sont toutes, les avocats sont de bonne volonté, on peut arriver à un résultat parfois, dans les meilleurs des cas, quand c'est extrêmement urgent, en quelques heures, mais souvent en quelques jours, voire au maximum en matière non familiale, en quelques semaines, sauf dans les affaires extrêmement compliquées où ça peut prendre un petit peu plus de temps. Donc les avantages, la rapidité, caractéristique extrêmement importante de la médiation, la confidentialité. Au départ, c'était garanti par contrat. Depuis 2005, c'est garanti en Belgique par la loi. Tout ce qui est dit, tout ce qui est écrit dans le cadre d'une médiation est et demeure confidentiel. Cela signifie en pratique que dans les cas peu fréquents où la médiation n'aboutit pas à un accord, l'une des parties se dirige vers le tribunal, elle ne pourra jamais, au grand jamais, exciper d'un document, d'un argument qui a été sorti dans le cadre de la médiation. Pour le tribunal, la médiation a eu lieu, mais on ne saura rien d'autre que le fait qu'elle a eu lieu. Donc son contenu reste confidentiel et le juge se bouche les oreilles, n'a pas le droit de l'écouter. Et c'est même pénalement punissable pour une partie ou un avocat de révéler ce qui s'est dit ou écrit dans le cadre de la médiation. Le médiateur, comme l'avocat, le médecin, le curé, bénéficie du secret, ou est couvert par le secret professionnel. Et alors, cerise sur le gâteau, dans les cas improbables où la médiation n'aboutit pas à un accord, dès le lendemain, les parties sont parfaitement libres de se tourner vers le tribunal ou vers l'arbitre. Et à tout moment d'une médiation, le médiateur ou chacune des parties est parfaitement libre, sans donner de raison, de dire « stop, j'arrête là », on arrête la médiation et d'en rester là ou de se tourner vers le tribunal dès le lendemain. Alors, on m'appelle le roi de la métaphore, en voici une. La médiation, c'est comme un taxi. Vous dites au taximan, je veux aller à la gare, mais vous pouvez très bien, au milieu du chemin, dire arrêtez, je descends ici, vous payez ce qui est indiqué au taximètre. L'arbitrage, le tribunal, sauf accord de toutes les parties, c'est vous prenez l'avion de Bruxelles à New York, au milieu de l'océan, il est plus difficile de dire je veux descendre. Là, vous devez aller jusqu'au bout, sauf accord de toutes les parties pour s'arrêter là. Et donc là, j'aime bien dire que le tribunal ou l'audience, c'est comme l'asile psychiatrique. On sait quand on entre, on ne sait pas quand on va en sortir et dans quel état. C'est vrai. Alors, tu nous as énoncé les avantages et comment ça se passe. Qu'est-ce qui fait, à ton avis, qu'aujourd'hui, au-delà de la réticence de certains avocats, pourquoi est-ce que ce n'est pas la norme aujourd'hui ? Parce que quand on t'écoute, ça devrait être la norme. Bon, je sais qu'il y a certains textes législatifs qui évoluent, mais qu'est-ce qu'on attend en fait ? Effectivement, depuis une loi de 2018, 2 éléments importants pour notre débat d'aujourd'hui. Un premier article de loi, le 444 pour les intimes, qui inscrit dans la loi ce qui était dans la déontologie des avocats depuis au moins Cicéron. Les avocats sont contraints, obligés de tenter de trouver une solution amiable, de concilier avant de passer à la case tribunal. C'est dramatique qu'on doive le rappeler par la voie législative, ce n'est pas inutile, et j'espère que c'est pédagogique, et le juge peut le rappeler, ce que je ne me prive pas de faire, ne me privez pas de faire aux avocats, l'article 444. Un autre article, qui ne m'est pas étranger, l'article 731 du Code judiciaire, contient une phrase piquée au Code français, et qui pour moi est belle comme du Victor Hugo. Il entre dans la mission du juge de concilier les parties. Jusqu'en 2018, quand j'en parlais à des collègues, moi je conciliais beaucoup, mais enfin, c'est pas mon rôle, moi je suis un chirurgien, je tiens mon bistouri, j'ai un rôle et un seul est de trancher. Les parties, les avocats peuvent négocier, médier, tout ce qu'ils veulent, mais quand ils viennent chez moi, concilier, c'est pas mon boulot, je suis là pour trancher. Ils pouvaient peut-être le dire techniquement, sinon moralement, jusqu'en 2018, depuis cette loi, ils ne peuvent plus le dire
Et leur mission est effectivement, une partie de leur mission importante, est de tenter de concilier les parties. Et me disent les avocats, ils ne sont pas, hélas, encore nombreux à le faire. Mais depuis 11 ans, j'enseigne à l'école des magistrats qui s'appelle l'IFJ, l'Institut de formation judiciaire, les techniques de renvoi en médiation et de conciliation. Et j'espère qu'une nouvelle génération de juges, au moins a entendu parler de la médiation et de la conciliation, et j'espère qu'elle va la pratiquer. L'un des plus beaux compliments qu'un avocat m'ait fait, après une conciliation qui avait réussi, monsieur le juge, vous êtes le juge 2.0. C'est sympa. Peut-être un mot, la distinction entre la conciliation et la médiation, il y a des définitions. Pour moi, la conciliation, c'est ce que fait le conciliateur. La médiation, c'est ce que fait le médiateur. Le conciliateur, qui est en l'occurrence le juge saisi de l'affaire. Le médiateur, qui est un tiers, le plus souvent un avocat ou un notaire, que les parties saisissent elles-mêmes sans la moindre intervention d'un juge, ou qui est désigné par un juge s'il estime opportun, avec l'accord au moins de l'une des parties. La première loi sur la médiation de 2005 prévoyait que le juge pouvait provoquer ou ordonner, comme disait la loi, une médiation, si toutes les parties étaient d'accord. La loi de 2018 fait un virage à 180 degrés. Le juge peut ordonner une médiation si une seule des parties le demande ou est d'accord. Alors, c'est pas... à mon avis, c'est aussi pour un petit peu désengorger les tribunaux, parce que c'est ça aussi notre problème. Tout à fait, c'est un effet secondaire bienvenu. Pour reprendre ma métaphore des tribunaux, si tous les enrhumés comme moi, à ce moment, ou surtout qui souffraient d'une petite diarrhée, se précipitaient dans les hôpitaux seraient aussi saturés que les tribunaux. Et mes collègues et moi, devant certaines affaires, on lève les yeux au ciel. Mais comment est-ce possible qu'une affaire pareille arrive jusqu'au tribunal et que les avocats n'ont pas pu... Qu'on a pu consulter un avocat, que les avocats aient pensé à l'amener l'affaire jusqu'au tribunal. Donc souvent des petites affaires... Et ça, c'est souvent... Alors, j'en ai parlé à un juge irlandais qui me dit « Ah non, nous, on en renvoie peu en médiation, on ne concilie pas, car pour nous, en Irlande, dans la mentalité, il est impensable que des avocats nous amènent une affaire qu'ils n'ont pas tenté eux-mêmes de concilier au préalable. Et cette mentalité, hélas, n'est pas encore la nôtre. Donc il faut faire un shift. Un shift mental, oui, tout à fait. Et donc, avant, c'était négociation plus ou moins pour la forme et tribunal. Maintenant, c'est négociation sérieuse, médiation. Et si les deux ont échoué, alors seulement, sauf dans les rares cas, on va au tribunal. Alors, pour les auditeurs qui nous écoutent et qui ont peut-être un différend en ce moment, comment est-ce qu'on s'y prend pour arriver à une conciliation ou une médiation dans la pratique? Qui est-ce qu'on peut appeler? Est-ce qu'il y a des annuaires? Comment est-ce qu'on fait? Alors, dans la pratique, si la partie a un avocat, l'avocat saura quoi faire, pourra trouver facilement un médiateur. S'il n'y parvient pas, il n'est pas digne du titre qu'il porte. Si la partie en personne, eh bien, il suffit de taper sur votre ordinateur dans un outil de recherche médiation ou familiale ou civile ou commerciale et la ville où vous êtes, et vous trouverez toute une liste de médiateurs, ou de vous adresser à l'un des centres de médiation qui figureront également sur la liste qui apparaîtra sur votre écran. Et vous avez une liste complète en tapant sur le même outil de recherche Commission fédérale de médiation. Il y a un onglet de recherche avec la langue, la matière, la ville, etc., où vous pourrez trouver le ou les médiateurs adéquats. Alors, comment trouve-t-on le bon? Chère Nadia, comment trouve-t-on un bon plombier, un bon boucher, un bon médecin, un bon avocat? On demande autour de soi, on essaye. Et également, comme pour trouver un psychanalyste, il faut que ça clique, qu'il y ait le bon contact. S'il n'y a pas le bon contact, en général, les médiateurs ne vont pas demander d'honoraires pour les premières minutes de l'entretien. Si vous ne le sentez pas, saluez poliment et passez votre chemin et allez voir ailleurs.
Exactement. C'est comme quand on cherche un avocat. Je l'avais expliqué dans l'un des premiers épisodes. C'est très subjectif, il faut que ça clique. Et combien ça coûte? Alors ça, c'est la question, $1 million. Combien coûte une médiation? Eh bien, dans un litige pour un montant non dérisoire, la médiation la plus chère coûtera bien moins que le procès le moins cher. D'accord. On peut compter, le médiateur moyen prendra entre, je ne sais pas, selon la complexité de l'affaire, sa célébrité, le montant en jeu, entre 120 et 300 euros de l'heure, divisé en principe 50-50 par les deux parties, ou un tiers s'il y a 3 parties. Et dans les années où j'étais médiateur, une médiation dans une affaire qui n'est pas hyper complexe en matière non familiale prendra en général une demi-journée ou 2 demi-journées. Donc comptons pour la médiation, mettons une moyenne de, 6 heures, fois 200 euros, ça fait 1200, divisé par 2, 600 euros par partie pour le médiateur, à laquelle il faut ajouter évidemment les honoraires de l'avocat si l'avocat est présent, mais ça sera toujours infiniment moins cher que les honoraires moyens d'un avocat pour mener à terme une procédure moyenne classique. Et dans mon expérience, qui est quand même plus d'un quart de siècle, je ne connais aucune médiation en matière non familiale qui n'a pas été entamée à cause du coût de la médiation. Ça, c'est vraiment le faux prétexte pour ne pas entamer une médiation. Donc c'est vraiment pas cher. Et les compagnies d'assurance protection juridique couvrent le plus souvent, ou presque toujours maintenant, les frais du médiateur de l'assuré. Et elles poussent même en cette direction, et c'est hors franchise ou hors montant maximum. Donc, si vous avez une assurance PJ, n'hésitez pas. Et donc, n'oubliez pas que même si la médiation échoue, vous aurez perdu un petit peu de temps et un petit peu d'argent, et vous aurez toujours, rien n'est perdu, c'est pas fini. Si ça ne marche pas, vous pouvez toujours aller au tribunal ensuite. Et alors, de nouvelles métaphores médicales, je sais que tu en es friande. Ton médecin te dit, mauvaise nouvelle, on devra malheureusement t'amputer une jambe. Mais, oh mon Dieu, mais, il y a une petite pilule, pas une pilule bleue, une pilule blanche. Elle est très bon marché, elle n'a pas fait d'effets secondaires, et 8 ou 9 fois sur 10, en la prenant, tu évites l'amputation. Et dans le cas sur 10 où ça ne fonctionne pas, on pourra toujours t'amputer plus tard. Il serait tout à fait irrationnel, je crois, de ne pas prendre cette petite pilule, à moins que, et tous les juges connaissent cela, et les avocats également, que le but de l'une des parties est de provoquer, de prolonger le litige comme moyen d'entretenir une relation, de manière toxique, d'entretenir une relation avec l'autre partie. C'est rare, mais cela existe. Et là, évidemment, la médiation n'est pas la bonne voie. Non, c'est plutôt le psy. Le psy, et certains avocats n'hésitent pas, malheureusement, étant en paix pour la déontologie, ils comprennent ou ils entendent, on leur dit que le but est d'emmerder l'autre le plus possible, le plus longtemps possible. Certains avocats acceptent, hélas, de se prêter à cette manœuvre. Et j'entends que ça t'agace. J'espère ne pas être le seul. Très bien. Je pense qu'on est arrivé à la fin de cet entretien qui m'a beaucoup plu. On a appris beaucoup de choses. Est-ce que tu as des choses à ajouter ou... Rien de particulier, sinon dire à nos éditeurs, allez, négociez et conciliez-vous. Merci Avi. À bientôt. Merci, Nadia. Vous êtes encore là, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous le répète à chaque fois, mais c'est important pour moi de faire connaître ce podcast qui a une vocation d'information. Alors partagez-le massivement autour de vous. N'hésitez pas non plus à poser vos questions ou alors suggérez-moi un invité, ça c'est pas mal aussi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt.